Les Vases d'Ussé, tome 6, le fils d'Éléonore. Mercredi 6 juin 2035. Depuis le début de 2034, Alex n'était plus membre de la JMU, mais de la SFMU, tout comme il l'était de la NMSM. Le congrès de la SFMU avait lieu du mercredi 6 juin au vendredi 8 juin, au Palais des Congrès, Porte-Maillot à Paris. Le couple était monté en train à Paris avec Ashley et Éléonore, qui à 28 mois était devenue une magnifique fillette, sosie parfait de sa grand-mère paternelle. Elle était en pleine période du non, le plus souvent en se sauvant quand sa mère voulait l'habiller. En revanche, elle n'était pas coléreuse et se calmait rapidement lorsqu'elle était contrariée. Elle était fortement attachée à son doudou marmotte que sa mère avait en triple exemplaire en cas de perte. Éléonore était très câline avec sa mère, mais clairement son papa héritait d'encore plus de câlins. Elle adorait que sa mère la laisse s'habiller seule, même si le résultat n'était pas toujours probant, et aimait beaucoup dessiner, ou plutôt gribouiller. Elle était surtout très active et appréciait de suivre sa mère lorsqu'elle allait aux cours de danse où elle imitait ce que faisaient les grands. Elle était à l'âge où imiter était une seconde nature et n'avait surtout pas la langue dans sa poche. Tous étaient allés jusqu'au Palais des Congrès pour accompagner Alex, puis la jeune femme, Éléonore et la jeune fille au père, avaient pris le train vers Rouen où tous passeraient le week-end chez Lisa et Enzo. Elena avait passé la journée à Mont-Saint-Aignan et avait repris le train en fin d'après-midi pour rejoindre son mari, en laissant Ellie, surnom affectueux donné à sa fille, à la garde de sa tante, de son oncle et de deux jeunes filles au père, l'une qui s'occupait de Francesco, l'autre d'Éléonore. La jeune maman était arrivée à temps à l'hôtel à 500 mètres du Palais des Congrès pour dîner avec l'homme de sa vie et surtout passer la nuit avec lui. Au dîner, le couple retrouva un confrère de Grenoble, Pascal Lapierre, que la jeune femme connaissait aussi puisqu'elle avait fait équipe avec lui au SMUR, et un confrère rouennais, Charles Dessein, auquel Alex la présenta. Celui-ci regarda un instant admiratif la belle épouse de son confrère, vêtue d'un élégant tailleur pantalon marine sur un top blanc, mais s'abstint de tout commentaire. Mais pendant qu'Elena discutait avec Pascal, le Rouennais murmura à Alex « Je rêve ou elle ressemble à Alice en beaucoup mieux. Disons que j'avais vécu 2 ans avec Elena avant Alice. Quand elle m'a quitté suite à une connerie de ma part, Alice n'a été qu'un substitut dans laquelle je pensais retrouver la seule femme qui compte pour moi, Elena. Elle est beaucoup plus jolie et beaucoup plus sympathique. Tu sais qu'Alice a fini par mettre le grappin sur un PUPH, chef de service, qui a eu l'inconscience de l'épouser et de lui faire de gosses. Elle n'a jamais exercé son métier de sage-femme. Eh bien, tant mieux pour les futures mamans de la région rouennaise. Elle manque totalement d'empathie. En revanche, je plains son mari. Ne t'inquiète pas trop pour lui. Il a trouvé une certaine forme de bonheur avec la cadre de santé d'une de ses unités. Une charmante jeune femme qui a perdu son mari il y a 5 ans dans un accident de plongée. Je ne serais pas étonnée qu'il divorce sous peu. Alors tous les deux, vous évoquez le bon vieux temps de votre internat au CHU de Rouen, leur dit Elena. Non, chérie. Charles me donnait des nouvelles d'Alice. Et alors demanda-t-elle avec un demi-sourire. Mariée, avec un pont du CHU de Rouen, 2 enfants, n'a jamais exercé et son mari s'en est déjà lassé. Ça, c'est une synthèse rondement menée, mon amour. Et en plus, tu fais des rimes. D'après ce que tu m'as dit, il valait peut-être mieux qu'elle n'exerce pas. Exact. Et Charles m'a aussi dit que tu étais bien plus jolie et plus sympa qu'elle. Merci, Charles, dit Elena en décochant son plus beau sourire à l'argentiste rouennais qui ne savait plus où se mettre. Détends-toi. Tu n'as commis aucun impair en parlant d'Alice avec Alex. Nous n'avons aucun secret l'un pour l'autre. De toute façon, même si j'en avais un, Elena lit dans mes pensées. Mais au fait, tu connais son frère, Gauthier d'Aubigny, mon meilleur ami. Le neurochirurgien? Eh oui, c'est mon grand frère, dit Elena. Mais toi, qu'est-ce que tu fais demanda Charles. IAD, 50% bloc, 50% SMUR terrestre. Pourquoi cette précision? Vous faites tous les deux du SMUR, non? Parce que moi, je reste au sol pendant que mon mari adoré s'envoie en l'air la moitié de l'année avec ses copains du PGHM ou de la CRS Alpes depuis la base de Modane.
Les infirmiers n'ont pas leur place dans Chouka 73. Mais grâce à elle, je garde les pieds sur terre, assura Alex en embrassant sa femme. Elena a toujours eu beaucoup d'humour, hein, Charles, intervint Pascal Lapierre, l'ancien collègue d'Alex à Grenoble. Ils nous manquent vraiment tous les deux au CHU de Grenoble. Le repas continua dans la bonne humeur. Ils se retrouveraient tous les 4 le lendemain matin pour la suite du congrès. Jeudi 7 juin 2035. Le couple arriva enlacé pour cette seconde journée de congrès lors de laquelle Alex devait intervenir sur les spécificités de la médecine d'urgence en haute montagne. Ses confrères découvraient l'épouse du séduisant docteur Vass qui avait attiré l'attention de quelques-unes de ses consoeurs, et Madame Vass était ravissante et élégante, en simple jean et chemisier en soie orangée, portée avec une veste légère et des escarpins, ses longs cheveux châtains cascadant dans son dos. Dans le hall d'accueil, le couple retrouva Pascal Lapierre et Charles Dessein, qu'Helena embrassa sur chaque joue. C'est main dans la main que les deux amoureux écoutèrent les différentes interventions. Et quand ce fut le tour d'Alex, Helena ne le lâcha pas des yeux un seul instant. Elle connaissait par cœur le contenu de son intervention. Le charisme du jeune urgentiste, sa passion pour son métier, la clarté de son exposé sur les particularités de son exercice en milieu difficile conquirent d'emblée l'assemblée. À la fin de la journée, ils rentrèrent à l'hôtel afin de se préparer pour la soirée de gala. Helena venait juste de rentrer dans la douche et de se mouiller quand Alex la rejoignit. Le contact de sa peau nue contre la sienne la fit frémir. Quand il entreprit de savonner son corps, elle ferma les yeux, s'abandonna aux caresses de son mari et tressaillit quand il l'embrassa longuement, la fouillant de sa langue, cherchant la sienne. Il sentit une douce chaleur envahir son ventre. Les décharges fulgurantes qui parcoururent Helena la firent frissonner. Les mains d'Alex descendirent de son ventre à ses cuisses, puis s'empressèrent autour de son pubis. Elle ne put retenir ses cris quand il joua avec son bourgeon érectile. Après qu'il ait fait couler l'eau sur elle pour la rincer, elle prit le relais pour s'occuper de lui, ses mains glissant de ses épaules jusqu'à son ventre et ses fesses musclées. Elle se frotta à lui et chercha ses lèvres avant de caresser délicatement sa verge tendue à l'extrême. Elle mit l'eau à couler sur leurs deux corps et ils continuèrent un moment à s'embrasser et se caresser. Quand Helena leva sa jambe à la seconde et posa sa cheville sur l'épaule d'Alex, il la pénétra. Le jeune homme laissa Helena se préparer et revêtit un élégant costume italien marine. Ils avaient peu l'occasion de porter des vêtements habillés dans leur quotidien. Lorsque l'urgentiste vit Helena, il fut subjugué. La jeune femme portait une robe bustier fuchsia drapée, asymétrique et fendue sur un côté, avec une longue écharpe assortie que le couturier Axel Vuatier lui avait fait parvenir. Il espérait toujours qu'elle accepterait de poser pour un shooting photo, et il avait fini par avoir gain de cause. Jordan était venu faire des photos à Saint-François, et il semblait très satisfait du résultat. Le photographe avait pris des clichés du couple sur la base du mur long, associant Helena, portant les tenues qu'avait sélectionnées le grand couturier, à son beau mari en tenue de médecin d'extrême, sans oublier Chouka 73. Restait à savoir ce qu'en penserait Vuatier lui-même. Des chaussures de danse latine également fuchsia et les pendants d'oreilles en améthyste et diamants hérités de la mère d'Alex complétaient la tenue. Elle avait rassemblé ses cheveux encore humides dans un chignon bas de danseuse et un maquillage léger sublimait sa beauté naturelle. « Mon amour, tu es splendide », finit par dire Alex qui la contemplait encore, ébloui. « Mais toi aussi, tu es magnifique. Tu pourrais faire la couverture d'un magazine de mode. Mais je t'aime aussi en tenue de travail, avec tes chaussures de montagne, ton harnais, ton casque, ton masque et tes lunettes. Je te trouve vraiment très sexy. Et toi, en tenue de bloc, tu es une vraie bombe. Mais nous allons y aller avant que je te saute dessus de nouveau. » Le couple fit une entrée remarquée dans la salle de réception. Tous les regards convergèrent vers eux. Ils retrouvèrent Pascal et Charles, non moins fascinés qu'Alex par la beauté d'Helena. Le charme magnétique du couple agit sur toutes leurs tablées et celles à proximité. Leur amour crevait les yeux et leur humour faisait également mouche à chaque fois. Il faut dire que tous les deux ne manquaient pas d'anecdotes, dont certaines hilarantes, comme celle du touriste coréen égaré au col du Mont-Cenis en tenue de ville en plein hiver. Mais ils n'avaient pas fini d'étonner. Lorsque la musique prit ses droits et que les deux amoureux se mirent à danser, les congressistes présents en prirent de nouveau plein les yeux. Quand ils les virent s'éclipser discrètement vers 1 heure du matin, après une série de danses très lascives, il parut évident pour certains qu'ils allaient finir la nuit autrement qu'en dansant.
Samedi 9 juin 2035. À l'issue du congrès, le lendemain, ils rejoignirent Mont-Saint-Aignan pour retrouver Éléonore qui s'intéressait beaucoup à son cousin Francesco. À presque 6 ans, il faisait déjà partie des grands. Néanmoins, il était plutôt protecteur avec cette petite cousine qui le suivait partout dès qu'il était dans les parages. Lisa, enceinte de près de 3 mois, ne se lassait pas de les regarder. « Tu te rends compte qu'ils ont presque le même écart d'âge que papa et maman » dit Lisa à son frère, 4 ans au lieu de 5. « Oui, nos parents se rappellent à nous en permanence à travers eux. Toutefois, Francesco n'est pas le portrait de papa, alors qu'Éléonore est le parfait sosie de maman. L'avenir nous dira si cette ressemblance perdurera. En tout cas, au niveau caractère, pour l'instant, c'est la même selon mamie Laurence. Dès qu'elle voit Éléonore, elle revit, et ta fille lui fait tellement de câlins qu'elle est aux anges. » « Tu sembles oublier qu'elle est la fille des Calinous, lui répondit en riant Alex. « Mais dites donc, les Calinous, vous nous le fabriquez quand, votre deuxième? Il ne faudrait peut-être pas attendre trop longtemps. » Alex regarda alors Helena comme s'il quêtait une réponse. La jeune femme contemplait le visage de l'homme de sa vie avec un sourire énigmatique. « Ça fait juste 1 an qu'Alex occupe le poste dont il rêvait. Nous y songeons sérieusement. Nous voulons un second enfant, et il arrivera avant mes 30 ans, précisa Helena. Le soir, Gauthier et Estelle venaient dîner avant qu'Alex et Helena partent en vacances à Ischia pour 2 semaines, avant de rejoindre Nazaré pour 1 semaine. Les 2 jeunes filles au père américaines avaient eu quartier libre pour le week-end et étaient parties visiter Paris. Elles y avaient même un point de chute pour la nuit puisque Nina allait les héberger. Lorsque son frère et sa compagne arrivèrent, Helena était en train de donner son bain à Éléonore. Lorsqu'elle entra dans le salon avec la fillette en pyjama, tout le monde était en grande discussion. La jeune femme envoya sa fille embrasser ses oncles et tantes. Lisa regardait sa nièce qui avançait avec un grand sourire. « Mais dis-moi, Éléonore, il est nouveau ce pyjama, fais voir !» La fillette s'approcha plus près, exhibant fièrement le haut de son pyjama. « Future meilleure grande sœur du monde » lut Lisa à voix haute. « Bon sang, les cachotiers ! Helena, quand je pense que tu m'as dit que vous songiez à un 2e bébé alors qu'il était déjà fait. Nous voulions vous l'annoncer à tous les 4 en même temps. Et il est pour quand, ce bébé ? 22 décembre, répondirent en chœur Alex et Helena. Et le mien pour le 12. Eh bien, le mois va être chargé. Il ne manquerait plus qu'Estelle soit enceinte aussi, s'exclama Enzo. Estelle rougit jusqu'aux oreilles et regarda Gauthier. Tu ne crois pas si bien dire, Enzo. Nous attendons notre premier enfant pour début janvier. Ils se regardèrent tous les 6 et éclatèrent de rire. « Imagine que nous accouchions toutes les 2 en fin d'année, Estelle, dit Helena. Ça va être compliqué pour nos parents, Gauthier. 2 fois grands-parents en quelques jours. » 9 août 2035. Alex et Helena avaient eu enfin le loisir de passer tout leur temps ensemble à Ischia. Ils avaient l'esprit libre lorsqu'ils allaient faire du paddle dans les petites criques, puisqu'Ashley s'occupait d'Éléonore. Et Vittoria avait toujours l'œil à tout. Les 2 amoureux se consacraient l'un à l'autre, mais avaient néanmoins fait visiter l'île à Ashley, qu'ils avaient aussi emmené à Naples et visité Pompéi et Herculanum. Lors de son temps libre, la jeune américaine fit des connaissances parmi les jeunes de l'île. Elle avait surtout découvert la famille italienne d'Alex, dont les cousines franco-écossaises Ayla et Ariana. Le 18 juin, le couple avec enfants et jeune fille au père avait pris l'avion à Naples pour Porto, où les attendait une voiture de location afin de rejoindre Nazaré. Avant de rallier la ville balnéaire, Alex et Helena firent découvrir Porto à Ashley. Sur place, les 2 amoureux retrouvèrent l'équipe de l'école de surf de Thiago pour s'adonner à un de leurs sports favoris, pendant qu'Éléonore jouait sur la plage sous la surveillance de la jeune américaine. Le couple proposa tout naturellement à Ashley de lui offrir des cours de surf et l'emmenèrent visiter Óbidos, Alcobaça, Batalha, Coimbra, Aveiro et bien sûr Lisbonne. Tout le monde avait réintégré le chalet de Saint-François pour le début de la saison d'été et Ashley avait vu le village s'animer avec les touristes et de temps en temps, Chouka 73 venait récupérer des touristes en péril. Helena, pendant cette période, était au SMUR. La future maman avait rendez-vous à 18h pour sa 2e échographie avec le docteur Marcello Richetti. Alex devait arriver d'une minute à l'autre. Il lui avait envoyé un SMS. Cette échographie était la plus émouvante des 3 parce que le bébé était déjà formé et qu'ils allaient peut-être voir son sexe. Le futur papa arriva au pas de course juste à temps. Il commença par embrasser sa femme
avant de se tourner vers son confrère. « Salut Marcello, je ne vous ai pas fait attendre, j'espère. »« Non, tu es pile à l'heure, rassure-toi. Ta femme a juste eu le temps de se dévêtir un peu. »« Elena, avant de t'installer, tu montes sur la balance, s'il te plaît, parce que là, tu vois, je me demande si tu es vraiment enceinte. »« Je peux t'assurer que oui, et tu es au courant puisque tu me suis depuis le début. »« Alors, je me demande où tu le caches. Franchement, Alex, je n'ai jamais vu une femme enceinte de 4 mois et demi aussi sexy. Bon, alors, verdict. 59 kilos. Non mais je rêve. Tu n'as pris que 2 kilos. Je n'y peux rien, c'était déjà comme ça lors de ma première grossesse. Et pour celle-ci, j'ai souffert de nausées et de vomissements presque jusqu'à la fin juin. En fait, j'ai perdu du poids en début de grossesse, à force de vomir. Mouais. Tu manges comme un moineau ou quoi? Un gros moineau, alors, dit Alex en riant. Je t'assure qu'elle mange normalement. De toute façon, je vais voir comment elle reste. Marcello commença par vérifier les examens biologiques et réalisa une bandelette urinaire. Monte là-dessus, dit-il à la jeune femme en lui montrant la table d'examen. Il prit l'attention d'Elena et le sculpta. Puis il réalisa l'examen gynécologique, vérifiant que le col de l'utérus était correctement fermé, en mesurant la hauteur de l'utérus pour connaître le volume pris par le fœtus et en écoutant les battements de son cœur pour vérifier son évolution. Bon, tout va bien de ce côté. Tension, ok, le col est bien fermé, le cœur de bébé bat bien et la hauteur de l'utérus correspond. Allez, zou, on fait l'échographie. Attention, ça va être froid. Vous voulez connaître le sexe ou pas? Oui, même si quel que soit le sexe, ce qui nous importe, c'est que tout aille bien, dit Elena. De toute façon, vu votre métier à tous les deux, si bébé est bien positionné, vous le verrez aussi bien que moi. Marcello commença par repérer la position du fœtus. Le nez était en avant, on voyait très bien les yeux. On a un dos parfaitement postérieur, là on voit parfaitement l'estomac, l'aorte, la veine cave inférieure ici. Au milieu, la veine ombilicale. Je vais aller chercher la vésicule. Pour l'instant, je ne la vois pas, mais on la verra tout à l'heure sur une autre coupe. L'obstétricien remonta ensuite le long du thorax du fœtus pour aller voir la position du cœur. Voyons la taille du cœur. Il n'occupe pas plus de la moitié du thorax, c'est bien. Les parois du cœur sont d'épaisseur normale et l'axe est tout à fait correct. Qu'est-ce que bébé veut bien nous montrer maintenant? La tête. Eh bien, allons-y. Marcello regarda la boîte crânienne et les structures intracérébrales. Ici, j'ai un plan de coupe qui est celui du BIP. Donc, je vais le mesurer. Moi, je fais toujours 2 clichés séparés pour BIP et PC. C'est une vieille habitude que j'ai, dit-il à Alex et Elena. Une fois que j'ai fait ça, je regarde la vallée sylvienne. Et là, on voit déjà des sillons temporaux. Alors, on n'est pas super bien placé pour le cervelet, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, le V4, le vermix qui est ici. Et là, je vais mesurer le diamètre transverse du cervelet. Je peux mesurer aussi la grande citerne. L'obstétricien prit les mesures. Bébé bougeait beaucoup. Le médecin changea le placement de la sonde. Comme il nous montre son visage, on voit très bien son nez, avec le maxillaire et la lèvre supérieure. Et tiens, regardez, il est en train de péter son cordon. Et là, la lèvre inférieure. On a une bouche absolument parfaite. Le médecin se mit ensuite de profil. Là, on voit bien que le nez est normal, la lèvre supérieure est correcte, la lèvre inférieure aussi. Je profite qu'il est toujours dans cette position pour regarder les yeux. On voit les deux cristallins, et là, le palais, et au passage, voilà sa langue parfaitement intrabuccale et qui s'arrête au niveau de la mandibule. Pour l'instant, on est un peu juste pour faire du 3D. Je vais essayer de voir la ligne médiane. On voit très correctement le cervelet, le corps calleux, tout ça est tout à fait bien en place. Donc, j'ai un peu fait le tour de la question ici, sauf que j'aimerais bien voir au moins une oreille. Ah, voilà, on voit même ses cheveux. Je ne sais pas si je vais réussir à voir l'autre oreille. La voilà. Bien. On a vu les 2 oreilles parfaitement symétriques. Marcello descendit ensuite, passa par le cou rapidement et par une coupe sagittale sur laquelle il vit très bien la trachée et derrière l'ésophage. Je vais bien regarder l'ésophage, notamment dans la région interaortotrachéale, parce que 90% des atrésies sont à ce niveau-là. Si je tourne à 90 degrés, j'ai l'ésophage en longitudinal. Revoilà le cœur, pas plus gros qu'une olive avec ses 4 cavités. On a déjà 2 veines pulmonaires inférieures.
Donc, on élimine le retour artériel pulmonaire anormal total. Ensuite, les 4 cavités avec le ventricule gauche, le ventricule droit avec la bande modératrice. On voit très bien les valves auriculo-ventriculaires qui sont décalées, c'est parfait. Je vais m'intéresser maintenant au gros vaisseau. Pour ce faire, l'obstétricien dirigea la sonde vers la tête du bébé pour visualiser l'aorte et l'artère pulmonaire. J'ai bien une concordance VD-aorte, VG artère pulmonaire. Tiens, regardez là, l'œsophage, on le voit super bien. Après avoir changé de coupe, il vit nettement la veine cave inférieure et la veine cave supérieure, et sur une autre coupe, la valve mitrale, le sinus coronaire, les valves aortiques. Il mit du Doppler pour voir la coupe des 3 vaisseaux, aorte, artère pulmonaire, veine cave supérieure et la trachée. Puis il dirigea la sonde pour visualiser le périmètre abdominal, la veine portale principale, le pied du diaphragme, l'estomac, la vessie, et à ce niveau, il mit du Doppler pour voir les artères ombilicales. Il continua avec les membres. Ici, on a un fémur et nous voilà aux organes génitaux. Vous avez vu? C'est un garçon. Eh bien, puisqu'il se présente bien, je vais regarder attentivement sa zigounette, histoire de ne pas passer à côté d'un hypospade. Ici l'anus, et puis le placenta, son bord inférieur, l'insertion du cordon. Alors l'insertion, elle doit être par là, tac, derrière la jambe. Voilà le pied avec les 5 orteils, l'autre pied et l'orientation des pieds. Eh bien, là, je vais te faire gentiment une coupe. J'espère que ça vous fera plaisir à tous les deux. Marcello remit du gel. Quand je te le dis, Elena, tu arrêtes de respirer. Allez, banco. Tout à l'heure, je ne pouvais pas faire une face correcte. Là, je peux et te donner une image qui va vous faire plaisir. La première photo de votre fils. Tiens, au passage, il a bougé et je peux voir la ligne médiane correctement avec le cervelet. Oula, ça gigote. Et là, juste pour le fun, son pancréas. Bon, bah les amis, tout va bien. On se revoit dans 10 semaines avec quelques kilos de plus. Pendant qu'Elena se rhabillait, Marcello s'adressa à Alex. Vous avez passé un cap au niveau libido, c'est toujours mieux au second trimestre. Ne t'inquiète pas, même avec les nausées, la libido d'Elena n'a jamais été en berne. Et encore moins maintenant. Si c'est comme la grossesse précédente, ce sera comme ça jusqu'au bout. Pas un jour sans câlin, sauf si je suis partie pour la semaine, mais dans ce cas-là, nous rattraperons le temps perdu. Vénard va. Je sais. Elena, qui avait remis sa robe portefeuille noire qui masquait son ventre à peine renflé, arriva en fin de conversation, mais n'eut aucun mal à deviner de quoi il parlait. Alex est un vénard, mais moi aussi j'ai beaucoup de chance. D'ailleurs, comme il a été de garde ce soir, il va falloir combler le retard. Salut Marcello, bonne soirée. Merci Elena. Tu sais pertinemment que ma soirée ne ressemblera en rien à celle de ton mari, puisque je suis en solo. Tu es une vraie peste quand tu t'y mets. Pour toute réponse, la jeune femme éclata de rire et lui tira la langue. Jeudi 20 septembre 2035. Éléonore avait fait sa première rentrée scolaire à l'école maternelle du Planet. Sa mère l'avait accompagnée les premiers jours et ensuite, lorsqu'elle était au travail, Ashley avait pris le relais. Le couple avait mis à sa disposition un véhicule 4x4 avec lequel elle s'était familiarisée. Le congrès de la SFAR avait lieu du mercredi 19 au vendredi 21 septembre au Palais des Congrès, Porte-Maillot, à Paris. Elena devait y présenter un atelier le jeudi matin consacré aux nouveautés en anesthésie intraveineuse et un autre le vendredi matin à l'abord trachéal et spécifiquement à l'intubation difficile au bloc opératoire. Alex, quant à lui, était invité comme membre de la NMSM pour des démonstrations de secours en milieu périlleux avec des instructeurs sauveteurs de la CNEAS le jeudi et le vendredi de 13h15 à 14h. La jeune femme était enceinte de 6 mois et pour l'instant ne s'était lestée que de 3 kilos, au désespoir de Marcello qui l'avait vue la semaine précédente pour sa 5e visite prénatale. Elle était en pleine forme, continuait à faire de la danse et avait fait quelques randonnées avec Alex à pied ou à cheval lorsqu'ils étaient en repos en même temps. Sa silhouette s'était peu modifiée, le ventre de la jeune femme était toujours à peine renflé et le tailleur pantalon bleu ciel qu'elle portait le premier jour du congrès la mettait en valeur. Les amoureux avaient chacun assisté à 4 conférences qui les intéressaient, dont 2 en commun. Ce jeudi, Elena avait regardé attentivement son montagnard de mari
dans les démonstrations avec ses partenaires CRS. Un certain nombre de jeunes médecins s'étaient fortement intéressés à cette médecine de l'extrême, hommes et femmes confondus. Elena avait d'ailleurs repéré qu'il y avait peut-être plus de femmes, attirées pour certaines par la spécificité de l'exercice en milieu montagnard, mais pour d'autres par le physique du médecin spécialiste du secours en montagne, à en juger par la lueur gourmande dans leurs yeux. Mais c'est vers elle que le beau médecin s'était aussitôt dirigé, une fois son intervention terminée, pour un long baiser. Il était difficile de ne pas voir cette magnifique jeune femme en tailleur pied de poule d'Axel Vattier, que le beau médecin regardait avec amour, et qui alla claquer la bise aux instructeurs du CNEAS qui accompagnaient Alex. L'urgentiste avait ensuite suivi sa belle pour assister à son intervention sur les nouveautés en anesthésie intraveineuse avec un collègue anesthésiste réanimateur. À l'issue de la journée, ils rentrèrent se préparer pour la soirée de gala qui commençait à 19h30. Dès l'entrée dans la chambre, Elena prit le visage d'Alex entre ses mains et lui entr'ouvrit les lèvres pour explorer sa bouche. La fougue avec laquelle il lui répondit la fit fondre et elle se serra encore plus contre lui. Il la débarrassa de sa veste et l'allongea sur le lit en l'embrassant. Sans plus de cérémonie, il lui enleva ses escarpins, son pantalon et son string, lui écarta les jambes et fit courir sa langue sur les lèvres de son intimité. Surprise, elle frissonna, transportée par les ondes brûlantes parcourant son ventre. Alex entreprit alors de sucer son bouton érigé. Son excitation grandissait avec celle d'Elena et son membre se tendait, près d'éclater. Sa langue la fouillait, lancinante, la pénétrait et la savourait. Il ne pouvait plus s'arrêter tant il aimait lui donner du plaisir. La lame de fond s'amplifiait dans la jeune femme qui gémit, puis étouffa un cri quand la jouissance atteignit son summum. Alex faillit jouir sans la pénétrer, mais il aimait tant être en elle. Elena l'attira en se cambrant pour l'accueillir, et l'orage qui couvait en elle éclata soudain dans un éclair éblouissant. L'urgentiste sentit la chaleur de son intimité et s'y enfonça d'un grand coup. Son membre était si tendu qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir encore très longtemps. Elle arqua le dos pour qu'il entre au plus profond d'elle. Il se retira, savourant l'exquis frottement, puis replongea, en voyant dans ses reins des ondes de plaisir fulgurantes. Soudain, il ne put différer davantage, et ils gémirent à l'unisson, emportés dans le plaisir. Après quelques derniers coups de rein, il se laissa tomber, et tous deux, à bout de souffle, se remirent de cette violence des sens qui venait de les submerger. Après quelques instants, il releva la tête, et Elena se redressa pour baiser sa bouche encore pleine de sa propre odeur, et qui lui rappelait ces sensations impossibles à décrire qu'il savait provoquer en elle. « J'avais tellement envie de toi. Et moi de toi, mais ce n'était qu'une avance, nous continuerons en rentrant. En attendant, si nous ne voulons pas arriver trop tard, il va falloir y aller, dit-elle en se dirigeant vers la salle de bain. Moi, Proms, à la douche, surtout pas ensemble, sinon, c'est sûr, nous serons en retard. » Quand il sortit de la douche, elle était déjà habillée, coiffée, maquillée, dans une robe rouge dos nu avec un effet drapé du couturier habituel des danseuses de la famille Vasse. Personne n'aurait pu dire qu'elle était enceinte. Seuls ses seins étaient juste un peu plus volumineux et ils étaient bien mis en valeur par le décolleté profond de la robe. Elle avait laissé ses cheveux libres, seulement lissés, et portait des pendants et le collier en diamant qu'Alex lui avait offert. Elle était époustouflante, et le regard du jeune homme en disait long sur ses pensées. Il inspira profondément pour calmer ses ardeurs et se détourna pour s'habiller et éviter toute tentation. Leur taxi n'allait pas tarder. Le couple fit sensation dès l'arrivée. Voir le beau médecin de montagne dans un costume italien de bonne coupe au lieu de le voir en jean ou en veste softshell, pantalon et chaussures de montagne et baudrier, tenue dans laquelle il était déjà sexy, fit encore plus baver d'envie ses admiratrices. Quant à sa femme, elle était magnifique. Et là, ce sont les regards masculins qui furent révélateurs. Comment lutter et se dire les admirateurs de l'un et de l'autre? Une consoeur anesthésiste réanimatrice d'Alex vint à leur rencontre et les embrassa tous les deux. « On peut dire que vous faites sensation tous les deux. Deux icônes de mode savoyarde qui éclipsent les Parisiens, ça nous change. »« Icône de mode, tu exagères un peu, Mel, dit Elena. »« Et qu'est-ce que vous pensez de ça ?» répondit l'anesthésiste en dégainant une revue internationale de mode à très grand tirage. Ils étaient tous les deux en couverture. Et si Alex était peu reconnaissable avec son casque et ses lunettes de soleil, ce n'était pas le cas d'Elena, resplendissante de beauté. Et les pages intérieures consacrées à la collection d'Axel Vattier évoquaient clairement la nouvelle égérie du couturier avec des photos des autres modèles de la famille Vasse.
Le couple était éberlué. Mais il y avait plus. Les médias, notamment ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ceux des associations et autres, avaient relayé des photos sur leur site et leur page des différents réseaux sociaux, comme celle du DAC de Modane, de la SFMU, de l'NMSM et de la SFAR. Immanquablement, les deux amoureux allaient se retrouver sur les smartphones des congressistes présents à la soirée, en majorité abonnés à la page de la SFAR. Mais ils se comportèrent à leur habitude, enlacés, s'embrassant entre deux, discutant avec les uns et les autres, échangeant leurs idées et leurs expériences professionnelles lors du cocktail dînatoire dans une ambiance détendue. Ils étaient peut-être un peu plus photographiés que d'habitude, mais guère plus. Les animations prévues eurent le mérite d'offrir d'autodistractions aux congressistes. Et lorsque le DJ commença à mixer, la plupart s'élancèrent sur la piste, dont Alex et Elena, qui démontrèrent une fois de plus leur talent de danseurs. Mais ils s'éclipsèrent vers 1h du matin. Ils s'étaient promis de finir leur soirée au lit. Le lendemain, Elena faisait partie de l'équipe qui animait un atelier sur les intubations difficiles au bloc, auquel assistait naturellement Alex, tout comme la jeune femme fut une spectatrice assidue des démonstrations de son beau mari. L'urgentiste trouvait son épouse aussi belle en tailleur pantalon marine à fines rayures, à la veste ceinturée, que la veille en robe de cocktail. Et pendant l'atelier, en tenue de bloc, elle était tout aussi sublime. Après leur intervention à tous deux, ils avaient échangé sur leurs ressentis. Il leur avait semblé à tous deux qu'il y avait plus de monde que lors de leurs précédentes prestations. Vendredi 28 septembre 2035. Le couple était arrivé la veille à Chamonix pour le congrès ANMSM. Il y avait beaucoup moins de monde qu'au congrès de la SFAR de la semaine précédente à Paris. Le nombre des médecins de secours en montagne, qui ne dépassait pas 200 individus, était bien moindre que celui des anesthésistes réanimateurs, estimé aux environs de 12 000, et celui des IAD, aussi nombreux. Ben participait lui aussi à ce congrès et Stéphania l'avait accompagné. Alex et Elena avaient réservé 2 chambres pour eux ainsi que pour Ashley et Éléonore, qu'ils avaient emmenés avec eux. Pendant que Stéphania, Ashley et Éléonore se promenaient dans la ville, Elena assistait aux conférences avec Alex et Ben. Ils s'étaient retrouvés pour le déjeuner et pour le dîner. Le couple avait pu raconter son histoire du soir à Éléonore avant de rejoindre sa chambre, contiguë à celle de la fillette, qui, pour cette fin de semaine, n'irait pas à l'école, et de la jeune fille au père. Ashley, qui regardait un film sur sa tablette avec des écouteurs sur les oreilles, échappa aux gémissements de plaisir de ses employeurs. Ce vendredi matin, Alex intervenait dès 9h. Le groupe qui allait assister aux conférences déjeuna donc tôt, laissant Stéphania, Ashley et Éléonore dormir un peu plus longtemps. Stéphania avait prévu d'emmener Ashley et Ellie à la mer de glace, du moins ce qu'il en restait avec le réchauffement climatique, par le train de Montanvert, puis la télécabine qui les mènerait à la grotte de glace. Comme la veille, ils se retrouvèrent pour déjeuner et dîner. Pour la première fois, une fillette de 2 ans et demi dîna avec les médecins de montagne. Mais Ashley l'emmena se coucher à 21h, pendant que ses parents, Ben et Stéphania, continuaient la soirée. Alex, toujours aussi élégant lors de ses réceptions, avait de nouveau été envoûté par la beauté de sa femme, pourtant simplement vêtue d'un pantalon noir et d'un cache-cœur vert sapin à manches longues, drapé et profondément décolleté. Elle avait ramassé ses cheveux dans un chignon banane orné du peigne du Cey et portait également les boucles d'oreilles de la trisaïeule d'Alex en émeraude et diamants et le pendentif de sa mère Éléonore. À part les médecins de Saint-Jean-de-Maurienne et de Grenoble, les autres découvraient l'épouse de leur confrère qui avait déjà sa réputation par ses articles et ses interventions. Beaucoup avaient vu les photos du couple sur les pages de la NMSM, sur les réseaux sociaux. Même enceinte, la femme du docteur Vass était éblouissante. Beaucoup songeaient qu'Alex ne devait pas s'ennuyer quand il rentrait à la maison, comme leur indiquait l'attitude du couple dès qu'ils étaient ensemble, toujours très tactile, l'un caressant la joue de l'autre ou cherchant sa main. Ils étaient complices et s'envoyaient des taquineries, se parlaient à l'oreille. Leurs regards révélaient leurs émotions et l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Et dès qu'ils étaient séparés, ne serait-ce que de quelques mètres, ils se cherchaient les yeux. Comme ils se retrouvaient avec beaucoup de personnes qu'ils connaissaient, Alex n'hésita pas à prendre sa posture préférée, placée derrière Elena, l'enserrant de ses bras et posant ses mains sur son ventre, révélant ainsi une grossesse que beaucoup pensèrent peu avancée. Opinion vite démentie par les collègues et amis qui savaient qu'Elena devait accoucher juste avant Noël. La complicité et la sensualité des deux amants fut encore plus évidente quand ils dansèrent ensemble,
Leur corps semblait ne faire qu'un, et tous deux vivaient la musique, quelle qu'elle soit. Fidèles à leurs habitudes, ils partirent en douce après une série de danses latines plutôt langoureuses, et leurs collègues s'en amusèrent tout en les enviant. Le lendemain, Alex était modérateur pour une intervention d'un psychiatre responsable d'une cellule psychologique d'urgence accompagné d'une infirmière. Son arrivée, avec une Helena élégante en robe laser écrue, n'était pas passée inaperçue. La dernière intervention de la matinée, relative au transport aérien, était assurée par un médecin urgentiste et un pilote de ligne, qui n'était autre que le père d'Helena, arrivé le matin même à Genève. Il avait été ravi de retrouver sa fille en pleine forme et son gendre. Un panier repas était fourni pour le midi, car le congrès se terminait par une course d'orientation à laquelle participaient Alex et Ben l'après-midi. Helena et son père rejoignirent Stéphania, Ashley et Ellie, ravis de voir son grand-père. Quand son père fut reparti en milieu d'après-midi, Helena partit retrouver son urgentiste de mari à l'exposition et à la démonstration consacrée au matériel de secours.